Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Rencontre. Le 18 avril, le Bureau national des statistiques de la Chine a publié les indicateurs économiques du premier trimestre de l'année 2022. Quelles sont les grandes tendances de la croissance économique en Chine? Nous en discutons tout de suite avec nos deux invités. Monsieur Ding Yifan, professeur à l'Université des langues étrangères de Beijing et chercheur principal à l'Institut Taihe, et Monsieur Denis Debout, directeur général monde de Roland Berger. Bonjour. 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 D'après les nouveaux chiffres publiés par le Bureau national des statistiques de Chine, le taux de croissance du PIB chinois a progressé de 4,8% au premier trimestre de 2022. Monsieur Ding, comment analysez-vous cette croissance de 4,8%? En fait, il contient des informations à la fois plutôt optimistiques, mais aussi, ça sème aussi un peu d'informations pessimistes. Du côté optimiste, c'est-à-dire que si on regarde le taux de croissance mois par mois, etc., donc il y a surtout par rapport au dernier semestre de l'année dernière, cette année, le premier semestre a tout de même un taux de croissance plus important, plus robuste que le dernier semestre. Mais si on regarde à long terme, c'est-à-dire que l'objectif que le gouvernement s'est fait pour l'année 2022, l'objectif de la croissance du PIB est donc fixé à 5,5%, donc 4,8%, c'est pas très fort. Ça manque encore un peu de dynamisme pour l'année. Donc il faut probablement dans les semestres suivants ajouter un peu plus d'investissement public pour essayer de pousser la croissance, pour essayer d'arriver aux objectifs escomptés. Mais ce qui se passe actuellement à Shanghai n'est pas très encourageant parce que Shanghai est tout de même la ville la plus importante de Chine, avec beaucoup d'activités commerciales et industrielles. Si la fermeture ne peut pas se lever rapidement, ça aura des impacts importants sur le taux de croissance de l'économie chinoise. Et Monsieur Debout, pour vous, est-ce que cela constitue une surprise, cette croissance de 4,8%? Il est vrai que ce chiffre est supérieur aux attentes des analystes. Quand on consultait un peu ce que disaient les grandes banques d'affaires, le Fonds monétaire international, etc., le chiffre attendu était plus proche de 4, 4,5% que de 5%. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais comme Monsieur Ding, je pense qu'il faut le regarder mois par mois. Et donc on a eu un fort rebond en janvier-février. On voit bien qu'on a des programmes d'investissement des entreprises qui ne s'étaient pas faits à la fin de l'année dernière. Donc ça a fait un rebond d'activité. On le voit dans l'investissement industriel, on le voit dans l'investissement infrastructure. Ça a sans doute soutenu une partie de la demande en janvier-février. En revanche, on voit le fléchissement au mois de mars, à la fois de ces investissements. On voit une consommation sur l'ensemble du trimestre qui est en fait dans la lignée du dernier trimestre de l'année 2021, donc une consommation un peu en berne. Et on voit bien qu'avec les lockdowns qui se sont développés avant même que Shanghai subisse cette situation, cette consommation est faible parce que à la fois les gens qui sont dans les lockdowns ne peuvent pas consommer, mais ça incite aussi à une grande prudence tous les autres dans les autres villes. Pour la première fois en fait depuis 2020, on a vu la consommation baisser de 3,5% en février par rapport à l'année 2021 où certes il y avait un assez bon chiffre au premier trimestre. Donc en effet, un chiffre qui est plus haut que ce qui était attendu, mais qui cache en fait une certaine fragilité à la fois de la demande domestique, aussi de la demande internationale, du fait des goulots d'étranglement logistique qui rendent un peu plus difficile l'exportation de biens depuis la Chine. On voit bien les trains circulent moins qu'avant, les avions circulent moins qu'avant. En fait, on a une baisse de la capacité, du volume ou de la masse transportée très importante.
Et dans un contexte mondial particulièrement difficile, quels sont pour vous les principaux facteurs de cette stabilité? On peut dire que c'est assez stable de la croissance économique chinoise. En effet, j'emploierais un autre mot que stabilité. Stabilité, c'est l'ambition qui a été affichée par le gouvernement dans son programme pour cette année. Moi, j'utiliserais un autre mot qui est résilience. On a vu dans les 2 années passées cette résilience extraordinaire de la machine de production chinoise, de sa capacité d'exportation, avec des exportations en hausse. On y croit toujours, mais on voit bien que, en particulier, le lockdown de Shanghai va mettre à mal cette résilience. Le lockdown de Shanghai, combiné aux effets du conflit entre la Russie et l'Ukraine sur les chaînes d'approvisionnement mondiales, va mettre à mal ce côté invincible des chaînes d'approvisionnement chinoises. Alors, ça peut ne pas durer, mais on voit bien que néanmoins, on va avoir un impact assez fort. La demande mondiale, elle est là. Elle va sans doute souffrir du fait du conflit entre l'Ukraine et la Russie, qui va entraîner de l'inflation, qui va donc entraîner une baisse de la demande, qui risque d'entraîner aussi une baisse de la demande industrielle du fait du renchérissement de l'énergie. Et donc tout ça va peser sur la Chine, qui reste l'outil de production du monde et qui fait face, au moins temporairement, à cette résurgence de l'épidémie qui d'un point de vue très pratique, en fait, bloque ces chaînes d'approvisionnement et cet appareil industriel. Donc la stabilité reste l'objectif du gouvernement. La résilience, elle est certainement là à moyen terme. Les mois qui viennent vont sans doute être assez difficiles. On ne le voit pas encore dans les chiffres, seulement au mois de mars et de manière modeste. On va voir dans les chiffres du 2e trimestre sans doute un impact très fort, au moins en avril, de ce qui se passe aujourd'hui dans l'est de la Chine. Et Monsieur Ding, d'après vous, comment la Chine est parvenue à réaliser cette croissance? Quels sont les bons signes? Le bon signe, c'est que petit à petit, la reprise est apparente dans d'autres régions de Chine. Même dans la ville de Shanghai, la situation commence à se stabiliser. Je veux dire, la situation de la pandémie commence à se stabiliser. Et puis, un certain nombre d'entreprises commencent à travailler après un mois de fermeture. Par exemple, Tesla a commencé à travailler dans un mode de circulation intérieure. Donc, les employés ne quittent pas l'entreprise, ne quittent pas l'usine, mais l'entreprise fournit un service de bonne qualité pour que les employés, les ouvriers, etc., les ingénieurs, puissent travailler sur place, vivre sur place dans des conditions relativement confortables. Bien sûr, tout cela a été accompagné d'une augmentation sensible de salaire. Et je pense que d'autres entreprises vont suivre l'exemple. En fait, il y a, comme M. Debout a expliqué, il y a une demande importante à l'extérieur de la Chine qui veut que la Chine continue à jouer ce rôle de l'atelier du monde, à fournir des produits manufacturés au monde, au marché mondial. Shanghai, la ville attaquée cette fois-ci par la résurgence de l'épidémie, va, je pense, surmonter ces difficultés pour essayer de continuer à jouer le rôle de l'artillerie du monde. Et je voudrais citer quelques chiffres importants. 2,85 millions d'emplois ont été créés dans les zones urbaines au premier trimestre et le chômage urbain s'établit à 5,5%. Monsieur Ding, comment analysez-vous ces chiffres? C'est-à-dire qu'il ne faut pas surestimer les effets du rebond de l'économie chinoise sur la création d'emplois. Bien sûr, il y a certainement en ce temps de difficulté, il est encourageant de voir aussi la création de beaucoup d'emplois. Mais en fait, la création d'emplois est tout de même un peu fragile. Parce qu'en fait, on a essayé d'innover sur les formes d'emploi créées
etc., grâce au développement de ce qu'on appelle l'économie numérique. On a réussi à créer des emplois, même en restant à la maison, etc., etc. Tout cela, ce sont des nouvelles encourageantes. Et en même temps, il faut garder du côté de services. Par exemple, dans le secteur de services, il y a beaucoup de PME qui souffrent encore de l'épidémie et leurs emplois sont fragiles parce que dans beaucoup de villes, le lockdown est toujours en vigueur ou de temps en temps. Ça crée des problèmes, surtout pour le secteur des services. Et l'État est en train de penser de subventionner, par exemple, le loyer de ces PME de services, etc. On espère que le secteur de services va reprendre un rythme un peu normal après l'été ou durant l'été. Et en ce qui concerne le commerce extérieur, comme ce que vous avez dit tout à l'heure, il existe une forte demande. Et donc, le volume des importations et des exportations continue d'augmenter et enregistre une croissance de près de 10,7% au premier trimestre. Monsieur Depoux, quelles sont les principales tendances du commerce extérieur chinois, notamment face aux défis liés au contexte mondial actuel? Alors je crois qu'il y a des tendances de fond, et puis il y a des effets de court, moyen terme. La tendance de fond, elle préexistait à la crise entre la Russie et l'Ukraine, elle préexistait à la résurgence du Covid en Chine. Cette tendance de fond, c'est d'abord la régionalisation des échanges en Asie. C'est l'évolution, alors qui est très progressive, mais d'exportation de la Chine qui exporte des machines, des systèmes qui sont assemblés ailleurs et qui vont faire des produits finis qui sont vendus dans des marchés de destination aux États-Unis, en Europe ou ailleurs. Ça, c'est le format traditionnel, historique de la Chine, usine du monde. Et petit à petit, s'y surajoute et remplace un format où la Chine exporte des biens finis avec une valeur ajoutée supérieure, une valeur ajoutée chinoise supérieure de produits finis qui vont directement dans les marchés mondiaux. Dans les deux cas, cette demande, elle est sujette, cette demande à l'export, elle est sujette à la bonne santé des économies mondiales. Et on voit bien que la crise entre la Russie et l'Ukraine fait craindre un ralentissement de l'économie mondiale. Dans le même temps que la Chine publiait ses chiffres, le Fonds monétaire international a aussi réduit sa prévision de croissance pour le monde entier, davantage évidemment en Europe qu'aux États-Unis, et l'Europe est le premier partenaire commercial de la Chine. Donc ça, c'est la tendance moyen terme. Régionalisation, augmentation de la valeur ajoutée, changement de la nature du commerce. Et puis, évidemment, à court terme, il y a ces difficultés de chaîne d'approvisionnement qui vont peser sur les volumes, tout simplement, qui vont peser sur la capacité à faire face à la demande qui est adressée à l'outil de production chinois. Du côté des importations, on voit que la demande domestique est un peu en berne. Donc les importations, en fait, au premier trimestre, elles ont un peu baissé, très peu, c'est au fond un peu du bruit statistique, mais ça montre bien que ce qui se passe en Chine en ce moment et ces difficultés à trouver l'équilibre entre la lutte contre le Covid et puis la protection de l'économie et du marché, eh bien cette difficulté, elle a un impact sur la confiance des ménages, de la consommation, sur l'investissement et donc sur la demande qui est adressée aussi aux entreprises étrangères qui exportent vers la Chine cette fois. Et la conférence annuelle du Forum asiatique de Boao s'est tenue du 20 au 22 avril avec pour thème « Le monde face à la Covid-19 et au-delà, travailler ensemble pour le développement mondial et pour un avenir partagé ». Le président chinois Xi Jinping a souligné dans son discours d'ouverture que les fondamentaux de l'économie chinoise, que sont sa forte résilience, son énorme potentiel, sa grande marge de manœuvre et sa viabilité à long terme restent inchangés et que l'économie chinoise apportera un grand dynamisme à la stabilité et à la reprise de l'économie mondiale, ainsi que des opportunités de marché plus larges que pour tous les pays.
Monsieur Ding, quelles sont d'après vous les opportunités qu'offre le marché chinois? En fait, oui, cette année, on a mis, par exemple, l'accord de RCN, c'est-à-dire l'accord régional de libre-échange, etc., en marche. Et donc, on a vu des signaux encourageants d'augmentation d'échanges commerciaux entre la région, entre les pays de la région. Le conflit russo-ukrainien pourrait avoir des impacts sur l'économie mondiale, mais cette partie du monde est relativement loin, épargnée un peu directement par les impacts de cette guerre. Donc ça marche encore, ça marche encore. Et comme cette zone-là, donc l'Asie orientale plus l'Australie, la Nouvelle-Zélande, donc la région Asie-Pacifique, reste encore une zone assez dynamique et une zone très importante dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Donc cela pourrait stimuler un peu la croissance régionale et par ricochet à la croissance du monde. Je pense que ça va continuer d'un certain moment. Et comme la Chine est devenue un marché de consommation de plus en plus important, en dépit des difficultés temporaires que nous avons rencontrées à cause d'une résurgence du Covid, je pense que petit à petit, avec la chaleur de l'été, etc., l'épidémie va se calmer et puis les activités économiques, surtout de consommation, vont revenir un peu plus tôt en Chine et je pense que ça aurait un impact important sur l'importation aussi. Et Monsieur Topou, quel est votre point de vue? Oui, j'ai bien écouté le discours du président à Boao. J'ai entendu un message de résilience qui correspond à la vision d'économie chinoise que nous discutions à l'instant, mais aussi aux difficultés auxquelles elle doit faire face et donc à l'adaptation constante, agile de la politique pour trouver cet équilibre et atteindre cette stabilité qui est l'objectif du gouvernement. J'ai entendu un message très fort de multilatéralisme et de soutien des institutions internationales, en particulier des Nations Unies, qui sont mentionnées plusieurs fois. Avec un clin d'œil à la conférence de Bandung, ça m'a rappelé mes études un peu lointaines. La conférence de Bandung, 1955, c'était au fond le départ du mouvement de ce qu'on appelait à l'époque les non-alignés. Et c'est intéressant de se souvenir de ça à un moment où effectivement les tensions géopolitiques peuvent créer des blocs et au fond des tensions qui ne sont pas productives. J'ai entendu un message sur l'Asie et sur l'importance des échanges régionaux en Asie, à la fois économiques mais pas seulement économiques, et donc évidemment le rôle, le leadership de la Chine pour faire réaliser ces échanges, et c'est le sujet du forum de Boao, donc c'est bien normal. Et en particulier, comme le disait M. Ding, dans le contexte économique actuel, il y a la demande chinoise, mais il y a aussi la demande de tout le reste de l'Asie. Et au fond, on voit bien qu'il y a un potentiel très fort de développer davantage les échanges à la faveur de la réduction très progressive de certains tarifs douaniers. Je pense en particulier au Japon et à la Corée, où les tarifs sont encore élevés aujourd'hui et où le traité RCEP crée la perspective de les réduire dans un délai de maintenant 10 ans à partir de cette année. Donc c'est important, cette régionalisation des échanges. On a d'ailleurs vu toute l'importance que cela pouvait avoir à la fois en Amérique et en Amérique du Nord, mais aussi en Europe au sein de l'Union européenne. Donc je crois que c'est une direction importante et qui va créer de la croissance mondiale encore davantage que dans le passé. Et quel regard portez-vous sur le rôle joué par le Forum de Boao en faveur de la coopération régionale en Asie, ou plus largement? Le forum de Boao, c'est toujours une plateforme bienvenue chaque année
parce qu'elle est multifacette. On y retrouve des gens de gouvernements centraux, de gouvernements provinciaux, municipaux, de beaucoup de pays d'Asie. On y retrouve des industriels, on y retrouve des commerçants, on y retrouve tout le monde de la technologie, de la finance, des investisseurs, des très grands investisseurs, des plus petits investisseurs. Ces échanges sont toujours très fructueux. Ça vient à un moment dans le temps aussi très intéressant, puisqu'on est au début de l'année politique chinoise, après les 2 sessions, et donc ça permet d'échanger dans un forum dédié à l'Asie sur l'interaction de la Chine avec le reste du continent et bien sûr le reste du monde. Et donc je crois que c'est un forum très utile, sans doute pas en termes d'initiation, de coopération, ça se fait ailleurs, mais d'échange et de remise à niveau de tout le monde, de recherche de consensus sur des questions économiques, des questions de gouvernance très fondamentales. Et pour vous, Monsieur Ding? Je pense que cette année, au Forum de Boao, le discours du président Xi Jinping est intéressant parce qu'il a mis en relation le problème de sécurité avec le problème du développement de l'économie globale, mais aussi de l'humanité. C'est très important parce que généralement, au Forum de Boao, on discute de l'économie de l'Asie. Alors, comme l'Asie est en train de jouer un rôle de plus en plus dynamique dans l'économie globale, donc le Forum de Boao attire l'attention du monde entier. Il y a, bien sûr, l'Asie est devenue un star dans l'économie mondiale, mais de plus en plus d'hommes politiques et d'hommes du monde des affaires sont attirés par le Forum de Boao. Donc le sujet discuté, débattu à Boao, fait l'objet de discussions aussi dans le cercle des analystes de l'économie mondiale. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Mais le président Xi Jinping a mis les liens entre le problème de sécurité qui pourrait gêner le développement de l'économie, le développement de l'économie, et pour assurer une paix et une sécurité plus grande pour tout le monde. Donc la participation multilatérale a été signalée à plusieurs reprises par le président chinois. Il y a une participation de tous les pays, sans compter les efforts de créer des blocs, etc., sont tenus en compte et proposés par le président chinois aux participants du forum. Je pense que de ce point de vue, le Forum de Boao pourrait jouer un rôle de promouvoir la paix régionale et mondiale. Monsieur Depoux, vous êtes invité d'honneur cette année et vous avez participé à une table ronde consacrée à l'avenir du métaverse. Pouvez-vous résumer pour nous le contenu de cette conversation? Oui, le métaverse, tout le monde en parle depuis en particulier la fin de l'année dernière, lorsque Facebook s'est renommé Meta et a annoncé qu'elle avait dépensé ou qu'elle dépensait en 2021 10 milliards de dollars et qu'elle pensait dépenser 10 milliards de dollars par an sur ce sujet. Donc c'est devenu le sujet du moment pour les investisseurs, pour les sociétés de technologie, mais aussi pour le monde des affaires. Donc moi, j'y vois un angle pour ce que je connais le mieux, qui est l'industrie et l'énergie. Le métaverse, c'est pas seulement un sujet de jeux vidéo, de plateformes de commerce en ligne et de magasins virtuels et de mondes virtuels immersifs pour nous, consommateurs et citoyens. C'est un vrai sujet, mais c'est pas seulement ça. C'est aussi un sujet pour les industriels. C'est un sujet de productivité. C'est un sujet d'accompagnement des clients et de rapprochement en fait entre les entreprises, les industriels et leurs clients par les possibilités qu'offre le métaverse de mettre en place des simulations en fait d'outils industriels qui permettent de mieux les concevoir, de mieux les planifier, de mieux planifier des campagnes de production avant même de commencer à construire ou à lancer une production et de ce
ce fait d'améliorer sa productivité. Et on peut décliner des exemples tout le long de la chaîne de valeur de l'industrie, depuis la recherche et le développement jusqu'à l'après-vente et le support commercial des clients. Donc c'est quelque chose qui va sans doute accélérer la révolution industrielle, qui va accélérer la digitalisation de l'outil de production, tout simplement parce que ça rend beaucoup plus facile en fait par ces digital twins, par ces jumeaux digitaux qu'on est capable de construire pour une usine, mais aussi pour une ville ou pour simplement un actif de production, une machine. Ça rend plus facile l'appréhension par les opérateurs et par les parties prenantes de ces objets digitaux. Aujourd'hui, on reçoit des données de machines-outils, et ces données ne sont pas faciles à traiter. Si on arrive à les utiliser dans le cadre de simulation, ça devient beaucoup plus facile, c'est-à-dire que l'interface est beaucoup plus simple. C'est là-dessus qu'a porté cette conversation. Et d'après vous, comment l'innovation technologique pourrait-elle accélérer le redressement économique ? Écoutez, l'innovation technologique, on l'a vu en 2020, elle joue un rôle très important pour résoudre des problèmes. Je crois beaucoup à la possibilité pour la technologie de résoudre des problèmes. Je prends un exemple, l'enjeu considérable que représente l'abaissement des émissions de dioxyde de carbone, de CO2 de la Chine et du reste du monde. Cet enjeu considérable, il est très bien servi par le monde digital. Si on a besoin de moins se déplacer, si on peut, à la fois pour ses loisirs, mais aussi pour des usages d'affaires et industriels, être dans un environnement immersif comme le métaverse, et finalement avoir le même type d'expérience, si on parle du monde du consommateur, ou le même type d'activité dans le monde des affaires que lors de déplacements physiques, eh bien on va supprimer des déplacements physiques. Et quand on sait le poids des transports dans les émissions de dioxyde de carbone, ça ne suffira pas à résoudre le problème, mais si on peut imaginer qu'on peut réduire de 20, 30, 40% certains déplacements, eh bien, le reste du chemin sera fait par l'amélioration de l'empreinte carbone des déplacements, et une partie du chemin sera fait par l'absence de déplacement, par exemple. Et le rapport 2022 sur les perspectives économiques asiatiques a été publié lors de la première conférence de presse de ce forum. Et il indique que l'Asie a été la première zone géographique à entamer un redressement économique durant l'année 2021 avec une croissance de 6,4%. Elle est donc actuellement le principal moteur de la croissance mondiale. Monsieur Ding, d'après vous, quelles sont vos prédictions concernant la croissance économique de l'Asie en 2022 ? En fait, normalement, on ne peut pas espérer un redressement économique encore plus fort parce qu'il ne faut pas oublier que le taux de croissance très important de 2001 était basé sur un taux de croissance très faible de 2020. Donc, c'est pour ça que déjà en 2021, nous avons un taux de croissance très fort, et cette année, on ne peut pas espérer un taux de croissance plus fort que l'année dernière. C'est pas possible. Mais tout de même, l'Asie est en train de revenir au centre de la scène mondiale, parce que l'Asie est vraiment devenue un endroit de chaîne d'approvisionnement mondial très important. Il y a de plus en plus de coopération, d'échanges entre les économies de cette région. Et en fait, du point de vue de la production industrielle, l'Asie est devenue vraiment une base de production industrielle importante pour le monde. Et d'une manière générale, le contrôle de la pandémie Covid était mieux géré aussi en Asie qu'en d'autres parties du monde. Ça a joué en faveur de la reprise économique de l'Asie. Et je pense que comme la situation commence à se stabiliser à travers le monde, eh bien, l'Asie aura encore des expériences à se tirer aussi du contrôle de l'épidémie dans le monde, et de continuer à promouvoir aussi la croissance et la stabilité dans la région. Merci d'avoir participé à cette émission et merci pour vos commentaires. Merci à vous. Merci.
Voilà, c'est la fin de cette émission Rencontre. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.